ne peux. Mama bana. Ya bapecho ba mopolo na bisa yo dogi. Zonga, zonga, à répliquer. Ah, zonga. Non, on a pas là, c'est trouble, pas dans l'ITP. Bana micro beta masasi. Polisi wa Ndokie. Yo bana micro beta masasi. Bana micro beta masasi. Kisegeti alibeka povari ya bengine na natia benye viko naiba kila siku. Sasa mnapana povari watu ya Rwanda ndio bakia batutawale baingie mguvernema ya Kongo. Mnasema watu ya Burundi waende kamata Kindu. Mnasema watu ya Uganda waende kamata Ituri. Mnasema Kagame akamate hapa Goma. Sasa sisi tutaenda wapi? Mko na akili? Baada pita wenyewe mliendaka kule sio kwenda iba watu. Mko na meza franga mnapokeaga 12,000. L'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais profiter de l'occasion. Là, nous sommes à Chicago. Et je voudrais profiter de l'occasion de mon passage ici, après New York, après New Jersey, après Michigan. Là, je viens d'être reçu par la grande communauté, la grande famille congolaise ici à Chicago. C'est 6 octobre, après ma dernière destination qui est Washington. Je voudrais profiter de l'occasion pour préciser que notre idée du dialogue, nous l'avions déjà dit, nous voulons le dialogue pour sauver Lubero, sauver Masisi, Rutshuru, sauver Nyangongo et les 115 localités qui sont passées sous pavillon de Paul Kagame. M. Félix Tshisekedi a dit non parce qu'il pense que tout va bien au pays. Papa Mbongo, merci à lui, lui a répondu du tic au tac que le Congo était un État en faillite. Mais vous me posez des questions sur ce que Macron vient de dire. Macron vient de demander à ce que la classe politique congolaise dialogue. Et il va plus loin en disant qu'il faut qu'il intègre le M23.
à ce qui nous concerne, nous, la MOCA, nous ADD Congo, et les enfants du Congo que je suis venu représenter ici aux États-Unis, les Congolais doivent se parler, pas pour partager les postes. Notre idée pour nous reste la meilleure. Ce que Macron a dit, ça n'engage que Macron. Quand Martin Fayulu a demandé à ce que les enfants du Congo se parlent pour sauver les territoires occupés, parce que M. Chilombo est incapable de libérer ces territoires, parce qu'il ne le fera pas, ce n'était pas par rapport à Macron. Macron vient de donner son point de vue comme le président de la France, mais nous avions donné notre point de vue comme des Congolais. Il faut à tout prix qu'on se parle le plus rapidement possible pour mettre fin à cette guerre d'agression, mais aussi pour qu'on parle des réformes électorales, parce que nous ne pouvons plus accepter que dans les futures élections, qu'il y ait un autre chaos, sinon c'est de là que viendra la balkanisation. En attendant mon retour au pays, nous continuerons à mobiliser toute la population de Kinshasa, tous les Congolais en général, pour que les territoires qui sont occupés, qui sont gérés par les Rwandais, alors que Félix Tshisekedi est dans ses voyages et dans ses affaires privées, soient libérés. Aux Congolais et Congolais de la diaspora, je les remercie pour leur accueil. Un grand malade dans un état comateux. La réalité est que le Congo n'a pas d'armée. 6 mois plus tard, est-ce que vous maintenez ce diagnostic? Mais c'est la réalité que nous vivons et nous les sentons de l'intérieur quand nous sommes au Congo. Notre pays est un pays qui souffre. Et tous les signaux sont au rouge, surtout pour la vie sociale. Le peuple congolais est dans une situation où il ne sait plus vers quel sens se tourner. L'économie tourne difficilement et quand je vois mon peuple à Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Et ce qui avait été affirmé il y a 6 mois, mais je le maintiens avec la seule différence que les choses ne s'améliorent pas. C'est un pays en faillite, à beaucoup de points de vue. Sur beaucoup de points, oui. Sur beaucoup de plans. On se souvient que suite à ces propos, vous avez eu des démêlés avec la justice congolaise fin avril. Le procureur général près la Cour de cassation avait demandé à un procureur de Kinshasa d'ouvrir un dossier judiciaire à votre encontre pour des propos séditieux. C'est sans doute en référence à peut-être ces déclarations ou d'autres du même acabit. Le clergé de Kinshasa avait affirmé que c'était honteux. Vous aviez ensuite rencontré le 16 mai le président de la République, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, est-ce que ces poursuites judiciaires sont toujours en cours ou est-ce que le malentendu est derrière vous? Mais je ne saurais pas répondre au nom de la justice, mais de mon point de vue, j'ai lu ce document qui a circulé sur le réseau, comme tout le monde. Mais je n'avais jamais reçu une convocation depuis la sortie de ces documents pour me demander d'aller me justifier devant qui que ce soit. Je sais seulement que quelque temps après que ces documents aient été publiés sur le réseau, j'avais demandé et obtenu de rencontrer les chefs de l'État parce que ça faisait beaucoup de bruit autour de cette publication. Et il m'a reçu, nous avons parlé avec lui pendant presque 2 heures. Et là, je le remercie pour ça. Et cette rencontre avait permis de clarifier beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, à la sortie de cette rencontre, il y avait beaucoup de choses qui relevaient de malentendus. Moi, je crois que s'il y avait meilleure communication, peut-être il y a beaucoup de choses qui auraient été clarifiées. Ça, c'est de mon point de vue. Depuis lors, on n'a plus jamais entendu de ce dossier du procureur. Mais est-ce que du côté de la justice, ils ont éteint le dossier? Il n'appartient pas à moi de le dire. C'était une accusation politique en raison de votre franc-parler? Ah, je ne sais pas. Mais vous le pensez? Je sais seulement qu'il n'y a pas eu un contenu concret pour
un dossier de cette nature. Ouais. Mais est-ce que, quand vous avez vu le président Tshisekedi, c'était donc le 16 mai à Kinshasa, vous lui avez parlé de cette armée inexistante, de la mauvaise gouvernance, de la gabegie? Est-ce qu'il vous a donné des réponses en vous disant oui, je sais, ou ignore-t-il les réalités que vous décrivez? Non, je crois que sur beaucoup de plans, nos analyses, comme les analyses du chef de l'État, se rejoignent. Lui aussi se plaint de certaines choses, comme nous. Et naturellement, la question c'est quelles sont les énergies qu'on peut mettre ensemble pour endiguer tous ces aspects qui tirent notre pays vers le bas. Et c'est là, justement, de cette rencontre et d'autres rencontres qui ont suivi, il y a nécessité que le peuple congolais puisse se retrouver et de conjuguer leurs efforts pour relever les grands défis qui remettent en question leur existence commune. Alors, dans une interview au Figaro, le journal français, le président Tshisekedi vous avez reproché d'avoir dit que le Congo armait les miliciens Hutus du FDLR et se faisant de vous le propagandiste du Rwanda. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ben bon, je n'ai pas de réponse à donner à ça. J'ai suivi aussi cette déclaration. Mais je crois que depuis notre dernier entretien avec le chef de l'État, cette question ne se pose plus. Alors, on a parlé du Rwanda. On voit que les tensions continuent de monter entre le président Tshisekedi, le président Kagame, les armées respectives. Est-ce que vous craignez une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda? Est-ce qu'on y va tout droit? Nous craignons pour la paix dans la sous-région. Parce que, comme vous le savez, je suis ici à Paris, c'est pour un congrès sur comment imaginer la paix pour le monde et particulièrement pour la sous-région. Nous, en tant qu'Église au Congo, nous travaillons non pas pour envoyer les gens faire la guerre, mais nous travaillons pour l'émergence d'un climat de paix et de convivialité pour tout le peuple qui habite la sous-région des Grands Lacs. En commençant d'abord par le peuple congolais qui souffre. Pour le moment, c'est le peuple qui souffre plus que les autres. Alors, quand devant cet effort que nous faisons, nous parlons avec nos confrères qui sont au Rwanda, au Burundi, notre souci, c'est de rapprocher le peuple, de rapprocher le point de vue. Mais si en face de nous, les dirigeants politiques, ceux qui ont la rêne du pouvoir en main, ne parlent que de la guerre, faire la guerre, ça nous inquiète. C'est ce qu'ils font. Et effectivement, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et la conséquence, c'est de milliers de déplacés. C'est de milliers de morts dans la sous-région, notamment au Congo. Alors, face à une situation pareille, nous disons, la solution pour que la paix puisse revenir chez nous dans la sous-région, ce n'est pas de préparer la guerre, mais nous devons préparer la paix. Alors justement, dans l'Est, les autorités congolaises ont recours à des milices de volontaires, les Wazalendo comme on les appelle, à des groupes de sécurité occidentaux. Ça vous inquiète de voir cette prolifération de forces, y compris des forces irrégulières sur le territoire congolais? Mais tout le problème, c'est le contrôle sur tous ces groupes armés qui sont là. Que ce soit des groupes armés qui sont sous le contrôle du gouvernement ou d'autres qui ne sont pas toujours sur son contrôle. Mais le problème, ces gens ont des armes. Les armes circulent et ça crée une poche d'insécurité généralisée. Et nous craignons même si, sur le plan politique, le Congo et le Rwanda parviennent à un accord. Mais tout ce groupe là-bas, qui va le contrôler? Donc pour nous, c'est quand même un sujet d'inquiétude.
Alors, à cela se greffe le retrait de la force de l'ONU, la MONUSCO, qui est en cours. Est-ce que c'est une bonne chose? Le gouvernement congolais dit enfin, c'est important. Le Rwanda, évidemment, le demande depuis longtemps. Est-ce que ça vous inquiète que ces casques bleus s'en aillent dans un tel contexte d'insécurité? Ce serait une erreur de précipiter le départ de la MONUSCO dans le contexte actuel. Nous savons que la MONUSCO s'est désengagée du Sud Kivu avec une rapidité qui nous a un peu surpris, mais le Nord Kivu et l'Ituri sont dans une situation humanitaire telle que le désengagement de la MONUSCO risquerait d'exposer de milliers de personnes qui n'auraient plus d'assistance humanitaire. Rien que pour ça, sans même parler du volet militaire, pour nous, la MONUSCO doit reconsidérer son calendrier de retrait. Est-ce que la communauté internationale fait assez pour la RDC? Nous avons l'impression que non. La communauté internationale pourrait faire davantage. Et la guerre qui sévit actuellement à l'est de notre pays, il suffirait, je dirais, de la part de la communauté internationale d'une vraie volonté et on mettrait fin à ces conflits que nous sommes en train de vivre depuis 30 ans. Mais je pense que la communauté internationale peut faire davantage. Dernière question, est-ce que vous pensez que les prochains mois seront décisifs pour savoir en effet si c'est la paix ou la guerre qui vont prendre le dessus? C'est vraiment le moment décisif en ce moment. Pour nous, actuellement, comme Église, nous prions et nous encourageons les dirigeants de la sous-région à prendre au sérieux le contexte actuel, qui est quand même un contexte de dialogue. Le processus qui se fait actuellement à Luanda, sous la guidance du président Lorenzo, nous nous appuyons, nous soutenons cet effort. Mais ça doit être un dialogue vrai, sincère, où on pose les vrais problèmes pour que le moment où on trouve... Regardez à travers leurs films. Ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder. Vous ne direz pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants. Ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent les mauvais rôles de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Quand je prends sur le volet économique, qui parmi nous n'a pas traité les produits chinois des produits Shintok, comme on aimait l'appeler, de mauvais produits? Mais aujourd'hui, j'ai pu vous dire qu'on a tout tort. Parce que la Chine est à un niveau de technologie assez avancé. Et c'est en Chine que la plupart de ces pays viennent s'approvisionner, mettent leur marque dessus et nous revendent comme étant leur propriété. Regardez autour de vous. Nos entrepreneurs qui sont dans le BTP ne diront pas le contraire. Tous leurs engins aujourd'hui sont chinois. Ceux qui font le transport ne diront pas le contraire. Ils nous ont menti. Parce que nous avons fait le tour du monde un peu dans ces 20 mois pour chercher des entreprises, pour chercher des usines. Et nous avons compris que tout revenait là-bas. Mais par leur communication, ils nous ont amenés à détester tous les produits chinois, à vouloir nous faire... Je ne peux